La présentation que je vous fais aujourd'hui concerne la dernière méta-analyse qui a été publiée sur le sujet du vaccin contre l'hépatite B et des scléroses en plaques démyélinisation centrale. Alors, une petite introduction, j'ai honteusement copié-collé le texte de notre ami Alain Fischer, donc je vous rappelle que la vaccination, c'est très bien. Voilà. Je mettrai les slides à disposition sur le site. Laisse le temps de lire. Oui, bien sûr. Donc, il existe une défiance inquiétante à l'égard de la vaccination, ce qui n'est pas bien du tout, d'accord? La vaccination est, à la côté de l'hygiène publique, un pilier historique de l'action de santé publique contre les maladies infectieuses. Et c'est une avancée majeure en matière de santé, un droit à la prévention individuelle, mais aussi un devoir collectif, n'oubliez jamais ça. On ne se vaccine pas pour soi, mais aussi pour les autres. Bon, par contre, les effets indésirables, ça c'est que pour vous. Ah bah oui. Alors, la méta-analyse. Pas de mauvais esprit. Pas de mauvais esprit. Ah non, surtout pas. J'aime l'humour pince sans rire, mais bon. Qu'est-ce qu'une méta-analyse ? Le principe d'une méta-analyse, c'est de faire une revue exhaustive de la littérature sur un sujet donné. En l'espèce, ici, c'est une vaccination et un éventuel lien avec des démyélinisations centrales, mais ça peut être l'efficacité de la supplémentation en vitamine D contre l'ostéoporose, l'efficacité des statines dans la prévention des maladies cardiovasculaires, ça peut être n'importe quoi, d'accord ? La revue exhaustive de la littérature s'appelle une revue systématique, la méta-analyse, c'est la même chose, mais en plus, on va faire un travail d'analyse statistique supplémentaire pour essayer de voir si on peut en tirer un résultat pertinent et significatif. D'accord ? La problématique avec ça, on fait une revue exhaustive de la littérature, on prend toutes les études qui ont été publiées. Premier problème, ces études sont différentes, elles peuvent être de qualité différente. Vous avez des bonnes études, des études moyennes, des études médiocres. La bienséance m'interdit d'utiliser certains termes, mais bon, je pense que vous avez compris. Vous avez le fait que les données soient hétérogènes. Normalement, quand on combine des données, pour que le résultat de cette analyse combinée ait du sens, il faut normalement que toutes les données soient homogènes. Okay ? Vous pouvez aisément comprendre que si je vous fais une étude sur le lien entre sclérose en plaques et vaccination contre l'hépatite B chez 10 enfants de moins de 10 ans et une étude sur la même maladie et le même vaccin, mais chez 10 000 adultes âgés de plus de 40 ans qui ne sont pas de la même population, si je vais chercher dans une étude des symptômes sur 2 mois et sur une autre étude sur 5 ans, sur 10 ans, en gros, mélanger tout ça n'a pas beaucoup de sens. Ça, c'est un énorme problème en fait, de toutes les données combinées, c'est qu'en fait, on mélange tout et n'importe quoi et qu'à la fin, en fait, on a soi-disant sur le papier un super outil de synthèse, mais en fait, la plupart du temps, ça ne veut rien dire. À l'extrême, on pourrait considérer un essai clinique multicentrique comme étant une espèce de méta-analyse de tous les résultats qui sont faits dans tous les centres. Sauf que là, ça a du sens parce que normalement, c'est homogène. Vous suivez le même protocole partout, avec le même produit partout. Si je vous fais une étude sur, par exemple, une étude avec Angérix et une autre étude avec Genevac et une autre étude avec le Recombivax qui est vendu en France sous le nom de HBvax Pro et une énième étude sur des vaccins hexavalents ou je sais pas quoi, vous mélangez tout ça, mais en fait, vous perdez tout le sens, puisqu'en fait, vous avez mélangé tout et n'importe quoi. Le dernier problème, qui est un énorme problème dont les gens ne veulent pas parler, c'est ce qu'on appelle le biais de publication. Donc concrètement, tout ce qui est favorable aux intérêts des industriels, c'est publié dans les plus grandes revues, dans les revues les plus prestigieuses. Tout ce qui est défavorable aux intérêts des industriels, soit en général, c'est pas publié, soit c'est publié dans des revues de troisième zone. Je vais prendre un exemple très concret pour que tout le monde comprenne. Vous avez un médicament à vendre, le truc marche pas. Donc, au seuil de 95%, on va faire 20 essais cliniques. Il y en a 19 qui sont en fait négatifs, ça ne marche pas. Vous en avez un où vous allez avoir un effet positif, c'est le 5% d'erreur. Les 19 essais négatifs, on met tout à la poubelle, on publie celui qui marche. 100% des essais publiés ont montré un effet statistiquement significatif. Oui, mais en fait, on vous a juste pas dit qu'il y avait 19 essais qui, eux, sont partis à la poubelle. Alors, vous avez ça pour le vaccin antigrippal, pour le Tamiflu, enfin pour tout un tas de trucs. En gros, des médicaments qui fonctionnent super bien dans les essais cliniques et qui ne marchent pas quand on les déploie dans la population générale, en fait, c'est sûrement quelque chose comme ça qui s'est passé au passage. Je ne parle même pas des falsifications de données ou
On supprime des lignes, hop, ouf, la p-value, elle est devenue significative. Voilà. Donc, un exemple qui est documenté, c'est ce qu'on appelle les seeding trials, c'est-à-dire des essais cliniques qui sont organisés dans le seul but marketing, c'est-à-dire vous faire la promotion d'un produit. Et donc ce qui est estimé, c'est à peu près un essai sur 5, aujourd'hui 20%, c'est considérable. Ok ? Hop. La dernière méta-analyse qui a été publiée l'année dernière, c'est ceci, ça a été publié dans Vaccine, c'est issu du laboratoire de pharmacoépidémio de Bordeaux. D'accord ? C'est le labo de Bernard Bégaud qui a co-dirigé la pharmacovigilance française il y a longtemps. Donc ça a été publié en février 2018. Ok ? Hop. Donc je vous donne ici les résultats que je vais expliquer, parce que tout le monde n'est peut-être pas habitué à lire ce genre de tableau. Vous avez dans la colonne de gauche la totalité des études qui ont été recensées et intégrées dans la méta-analyse. Donc vous avez des critères d'intégration et d'exclusion. Okay, c'est pour ça qu'il y a certaines études qui ont été faites que vous ne voyez pas forcément apparaître. La colonne la plus importante, entre guillemets, c'est la dernière, odds ratio, que je vais traduire mal et je vais simplifier en risque relatif. Toutes ces études sont des études faites avec groupe de contrôle, c'est-à-dire qu'on va considérer des gens qui ont été... Alors là, en l'occurrence, ce sont des études de type case control, cas témoin. Vous allez avoir un groupe de malades qu'on appelle des cas, donc en fait, ce sont que des gens qui ont des CEP. Dans ce groupe de malades, on regarde la proportion de gens qui ont été exposés au vaccin contre l'hépatite B et la proportion de gens qui ne l'ont pas été. Et on va faire la même chose pour les témoins, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas malades. On va regarder la proportion de gens qui ont été exposés au vaccin et la proportion de gens qui ne l'ont pas été. En fait, c'est un peu technique, on calcule la cote, on fait le rapport des cotes entre les deux groupes et ça vous donne la notion de risque relatif. En gros, si le risque relatif vaut 1, ça veut dire que c'est neutre et que la fréquence de l'exposition chez les cas et chez les témoins est la même. Si le risque relatif est inférieur à 1, ça veut dire que chez les cas, alors si vous voulez, c'est favorable au vaccin parce qu'il y a moins de gens exposés chez les cas que chez les témoins. Si le risque relatif est supérieur à 1, c'est une étude dite défavorable, puisque dans ce cas-là, la fréquence de l'exposition chez les cas est plus élevée que chez les témoins. D'accord ? Donc vous voyez ici déjà, il y a un truc qui saute aux yeux, c'est que les différentes études ont des résultats, les résultats sont discordants. Vous avez des études qui sont favorables, les 3 du haut, et vous avez des... Alors bon, là vous en avez où vraiment on est ric-rac, on est quasiment neutre, et vous en avez qui sont défavorables, c'est-à-dire en gros toutes celles à partir de 1,12. Ok ? Donc les valeurs que vous avez ici, ce sont les risques relatifs. Vous avez entre crochets à droite une notion qu'on appelle l'intervalle de confiance. Je ne vais pas du tout respecter quelque formalisme mathématique que ce soit parce que ce serait un peu trop complexe. En gros, quand on regarde le résultat d'une expérience, on peut calculer un risque relatif qui est là, mais vous avez toujours l'aléa du hasard. Si je prends une pièce et que je joue à pile ou face 10 fois, si ma pièce est parfaitement équilibrée, j'ai une chance sur 2 de faire pile ou face. Donc normalement, j'aurai 5 piles et 5 faces. D'accord ? Sauf que l'aléa du hasard fait que si je tire 10 fois, peut-être que j'aurai 4 piles, peut-être que j'aurai 5 piles, peut-être que j'aurai 6 piles, etc. Donc en fait, il faut qu'on doit disposer d'outils mathématiques qui nous disent, avec une certaine probabilité, en gros, dans quel range, dans quel intervalle est-ce que va se situer la vraie valeur, la bonne, au niveau de 95% de confiance. Donc en fait, le but, c'est qu'on ait l'intervalle de confiance le plus étroit pour que notre résultat soit fiable. Si l'intervalle de confiance est très large, en fait, ça veut simplement dire que notre résultat n'est pas très fiable et qu'on ne peut pas définir exactement où se trouve la bonne valeur. Ok ? Donc vous avez ici, alors, la notion de significativité statistique. Si dans votre intervalle de confiance, vous avez la valeur 1, le résultat est réputé non statistiquement significatif. Si par contre, de votre intervalle de confiance, vous n'avez pas la valeur 1, ça veut dire que votre valeur elle est soit en dessous, soit au-dessus, donc que votre résultat il est favorable ou défavorable, en gros, définitivement. Vous voyez ici que dans toutes les études qui sont faites, sauf une, tous les résultats sont non statistiquement significatifs parce qu'il y a 1 dans la valeur partout. Donc en fait, quand on trouve une valeur, on ne peut pas garantir qu'en fait, la vraie valeur soit du même côté de l'intervalle.
La dernière étude est particulièrement intéressante parce que vous avez un risque relatif qui est assez élevé, 3,1. Ça veut dire en gros que quand vous êtes exposé au vaccin, vous avez 3,1 fois plus de risque de faire une CEP que si vous ne l'êtes pas. Et vous voyez que la borne inférieure de l'intervalle de confiance est à 1,50, c'est supérieur à 1, donc c'est considéré comme étant statistiquement significatif. Okay. Toutes les autres études ne le sont pas. Alors, il faudrait faire une revue de la littérature, de la totalité des études qui sont là pour jauger en fait de la pertinence et de la qualité de chacune d'elles. Okay, c'est beaucoup de travail. La plupart des gens, ils lisent juste le résumé. Oh tiens, le risque relatif, il est à temps, c'est bien, etc. Il y aurait énorme. On pourrait y passer sans doute plus que la journée si on devait tout balayer. Mais il y a certaines études qui sont tellement nulles qu'en fait, ça va très très vite de le voir et de comprendre qu'en fait, c'est bon à acheter. D'accord ? Le résultat qui est en bas, c'est la synthèse de toutes les études qui ont été faites au-dessus. Donc vous voyez quoi? Vous voyez qu'on a un risque relatif à 1,19. Donc ça veut dire qu'il y a une augmentation de 19% du risque quand vous êtes vacciné que quand vous ne l'êtes pas. Par contre, ce résultat n'est pas statistiquement significatif parce que la valeur 1 est comprise dans l'intervalle. OK? Hop. Alors ça, c'est pour la CEP. Et vous avez la même chose, le même travail a été fait pour les démyélinisations centrales en général, où vous voyez qu'on a une augmentation de 25% du risque quand on est vacciné, comparé à quand on ne l'est pas. Ce n'est pas statistiquement significatif parce que la valeur 1 est dans l'intervalle. Par contre, on n'est vraiment pas loin, on est à 0,97 sur la borne inférieure, donc on n'est pas très loin. J'avais prévu une présentation beaucoup plus longue, mais on m'a demandé de faire court. Juste un mot là-dessus. C'est Marc Girard qui a trouvé le truc, cette étude-là, ZIP 1999, qui est la première étude qui a été faite, à ma connaissance, et qui a été présentée par tous les experts, comme étant la preuve irréfutable que le vaccin était inoffensif. Ce truc est un faux fabriqué de A à Z par le fabricant. Pas que du ghostwriting, hein. Ils ont juste mis n'importe quoi dans les valeurs. Et j'ai appris par un éminent épidémiologiste anglais il y a quelques semaines que ce truc-là, en fait, a été publié sous forme de lettres. Ce n'est qu'un résumé d'un article beaucoup plus long qui a été rejeté par Nature. Et sous la pression, ils ont quand même fini par publier le résumé, quoi. Alors, on va passer à l'étude de Ramagopalan. Alors, c'est celle-là. Vous voyez qu'elle est favorable au vaccin. On a une réduction de risque de 8% quand on est vacciné que lorsqu'on ne l'est pas. On peut voir que cette étude, en fait, comme elle est faite sur de très gros effectifs, elle compte pour 24% de la pondération finale. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, cette étude compte pour un quart de la note comparée à toutes les autres. Et ça a été publié dans Neuroépidémiologie en 2009. Ça a été fait par un gentil chercheur qui s'appelle Ramagopalan. C'est une étude canadienne qui est considérable, 14 362 cas, 7 671 témoins. En gros, on envoie un questionnaire à des gens, les études épidémiologiques c'est souvent fait comme ça, et on leur demande de cocher des petites croix pour savoir s'ils ont été vaccinés contre ça, contre ça, contre ça, est-ce qu'ils ont fait telle maladie infectieuse ou telle autre, et puis en bonus on leur demande s'ils ont fait des maladies infectieuses qui n'étaient pas dans la liste, mais notables. Et donc, le point le plus comique de cette étude, c'est que dans le questionnaire, ils n'ont même pas demandé l'antécédence de l'exposition par rapport à la vaccination. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont probablement compté comme exposés des gens qui ont été potentiellement vaccinés après ou qui ont fait des maladies infectieuses après la survenue de la maladie. Okay. Normalement, ce genre de truc, je ne sais pas, manifestement, il y a des comités de lecture qui l'ont laissé passer et ils ont tous trouvé ça très bien. Alors, le problème avec les études sur questionnaire, c'est que potentiellement les expositions datent de plusieurs années, voire plusieurs décennies avant la survenue de l'effet. On ne demande même pas l'antécédence de la cause présumée. Oui, alors le truc de base dans toutes les méthodes d'imputabilité des effets indésirables, c'est quand même que l'effet indésirable, il doit être survenu après la prise du médicament et pas avant. Donc ça, on n'a même pas contrôlé, c'est pas grave. Normalement, en particulier dans les études de type cas témoin sur les vaccins, il y a une discussion sur
la fenêtre temporelle de durée de survenue des symptômes. Par exemple, si vous avez des symptômes de la CEP 2 mois après, 1 an après, 2 ans après, 10 ans après la vaccination, normalement, dans les études bien faites, on est censé tester des fenêtres temporelles. Bon, bah évidemment, comme l'étude, c'est un pauvre questionnaire, ça n'a jamais été fait. Le vrai problème, alors déjà, ça c'est un gros problème, la plupart des études épidémiologiques qui sont faites sur les vaccins souffrent d'un biais énorme. Être vacciné contre l'hépatite B ou être vacciné contre les papillomas, la rougeole ou ce que vous voulez, dans l'absolu, ce n'est pas très intéressant. Si vous n'avez qu'un seul produit, l'effet indésirable ne peut être associé qu'à ce produit-là. Le truc, c'est qu'il y a plein de médecins ici, des vaccins contre l'hépatite B, en France, on en a quand même une certaine quantité. HBvax Pro enfant, HBvax Pro adulte, Engerix B enfant, Engerix B adulte, Twinrix, plus les vaccins hexavalents, Exion, Inforix Hexa, et c'est quoi le dernier ? Vaxelis, ouais. Donc, normalement, dans les études épidémiologiques bien faites, quand on teste un risque par rapport à une cause, il faut stratifier par produit. Pour ceux qui ont été jeter un petit coup d'œil à la cohorte sur les vaccins anti-HPV et les maladies auto-immunes, les chercheurs l'ont fait. Il y a 2 vaccins anti-HPV, il y a Cervarix, Gardasil. Toutes les maladies auto-immunes qui ont été testées, il y a eu des tests de sensibilité où ils ont testé pour Cervarix et pour Gardasil. Chose très intéressante, il y a un signal sur les thyroïdites pour le Cervarix, mais pas pour le Gardasil. Évidemment, sur ce genre d'études de qualité extrêmement médiocre, vous n'avez pas de stratification par produit. Donc on a mélangé des enfants avec des adultes, des gens qui ont été vaccinés 2 mois avant, 10 ans avant, etc. Donc ça, en fait, ce type d'études-là, normalement, quand vous voyez quelque chose comme ça, c'est pas la peine de lire la suite. Okay ? Pourtant, ça n'a gêné personne de donner 24% de pondération pour cette étude dans le total. En plus, il y a un biais de sélection sur le choix des contrôles. Alors, le résultat, c'est que vous avez une réduction du risque de CEP de 8% chez les vaccinés comparé aux non-vaccinés. Non, on ne rigole pas. Et non seulement le risque est réduit, mais en plus, on est quasiment à la limite de la significativité statistique. Alors, il y a plein de trucs très intéressants dans le tableau. Vous pouvez voir qu'il y a un risque accru de CEP après vaccin sur les oreillons, et c'est statistiquement significatif. La même chose pour le vaccin rougeole, la même chose pour la rubéole, et la même chose pour la varicelle. Ok. Après... je t'ai pas entendu. Et la MNI, la infectious. Ah oui, et puis là je parlais des vaccins, mais oui, la mononucléose, c'est un facteur de risque qui est a priori très connu. Vous comprenez bien que, a priori, vu la qualité de l'étude et du contrôle des facteurs d'exposition, ces signaux-là, a priori, ils ne veulent pas dire grand-chose. Je ne sais pas si quelqu'un ici dans la salle a déjà entendu parler de sclérose en plaques après vaccin contre la rougeole, les oreillons ou la rubéole. En gros, ils nous sortent des signaux qui n'existent pas, et puis le signal qui existe, il ne sort pas, quoi. Voilà, ça résume à peu près la qualité de l'étude. Petit truc, on nous dit quand même que les machins qui sont statistiquement significatifs, heureusement, il y a les ajustements de Bonferroni sur les tests multiples, ça c'est le truc de statisticien, pour aller étouffer le signal, et puis après ajustement pour tests multiples, hop, le signal il était là, il n'y a plus, voilà, il a disparu, il est par là, non, il est plus, il est parti. Alors, il y a eu une revue qui a été publiée aux États-Unis par les IOM américains, un énorme bouquin de 895 pages où en gros ils ont fait une revue des effets indésirables des vaccins, donc preuve et causalité. En gros ils ont pris tous les effets indésirables recensés dans la littérature pour tous les vaccins possibles et ils ont regardé la littérature et le résultat c'est que cette étude, ils ne sont pas anti-vaccinalistes, hein, les IOM américains, il y a Stanley Plotkin qui a relu le manuscrit. Cette étude est tellement nulle qu'en fait elle n'était même pas éligible. Aucune validation de l'exposition, aucune validation du timing des symptômes post-vaccination, et en plus le choix des contrôles est sujet à caution, ce qui peut introduire des biais de sélection. Donc en gros, cette étude-là, c'est poubelle, direct. Okay, il n'y a même pas de question à se poser. Et le résultat, c'est que ça reste quand même l'étude qui est favorable et qui compte pour un quart de la note. Cette méta-analyse est la dernière. Donc c'est censé être la meilleure, ok. Bon, alors celles qui ont été faites avant sont pas meilleures, ok. Notamment celle de Farès, où là, moi je n'hésite pas à dire que celle de Farès, il y a eu l'intégration d'une étude qui est carrément falsifiée. Mais... Et c'était dommage parce que c'est celle-là qui est importante en fait, parce que
quand on fait le cumul de tout ça, on est à la limite de la signification statistique, en tenant compte d'une étude qui pèse, hein, c'est bien le poids, qui pèse 24% du total. Ils viennent vous dire que cette étude-là, il faut la faire sauter. Effectivement, elle était positive. Imaginez que vous enlevez celle-ci. Alors, vous en avez 2 ici qui sont en faveur du vaccin, mais toutes les autres penchent du côté d'une augmentation du risque. Il suffit évidemment d'enlever celle-ci, qui pèse très très lourd, pour que ça devienne significatif. Vous avez compris. Alors en plus, il a été très gentil, parce que ces 2 études-là, ces 2 études-là sont très discutables. Discutable. Alors celle d'Askerio, c'est celle qui est citée tout le temps, parce que c'est celle qui est faite sur la fameuse les cohortes d'infirmières américaines. En fait, il y a une subtilité. Quand on la lit, elle a l'air super. Mais en fait, c'est pareil, ce sont des études faites sur questionnaire où en fait ils ont interrogé les gens et après ils ont essayé pour le coup ils ont essayé de valider l'exposition, c'est-à-dire qu'ils ont appelé les employeurs, ils ont demandé le certificat de vaccination. Le gros problème, c'est qu'en fait la quasi-totalité des employeurs n'a pas répondu. Et en fait, ils ont éliminé plus de gens sur non-réponse de l'employeur sur le certificat de vaccination chez les cas que chez les témoins. Ils ont viré pas moins de 68% des infirmières chez les cas, alors que c'était 54 chez les témoins. L'auteur le sait très bien, parce qu'il a fait une feinte, il n'a pas donné les taux d'exclusion sur les populations potentiellement vaccinées, il a donné les taux d'exclusion sur la population totale chez les cas et les témoins. De toute façon, en fait, il y a tellement d'infirmières qui ont potentiellement été vaccinées, qui ont été sortie de l'étude, qu'en fait elle ne veut plus rien dire. Quand vous avez 60% des gens exposés, que vous dégagez de l'étude parce que simplement vous n'avez pas réussi à obtenir leur certificat de vaccination, en fait c'est des biais de sélection énormes. Et celle qui est juste en dessous, dit Stéphano 2003, non seulement les cas et les témoins sont pas comparables, mais il y a le même problème. Il y a en fait, ils n'ont pas réussi à obtenir les certificats de vaccination, donc évidemment quand vous virez d'une étude la moitié des gens qui ont été potentiellement vaccinés, bah, ça fausse simplement la totalité du résultat. Alors, oui, alors, non, alors donc la prochaine fois qu'on vous dit qu'il n'y a pas de relation entre vaccin contre l'hépatite B et sclérose en plaques sur une base scientifique, il faut juste rigoler. Hein, parce que là, vous voyez, si vous enlevez les 3 premières, alors la tendance est très très nette en faveur d'un risque. Et là, je peux vous dire que le cumul va être statistiquement significatif. Il suffit d'enlever celle-ci, d'ailleurs, qui est une étude tellement biaisé. Vous vous rendez compte, ils ne savent même pas quelle est la relation temporelle entre le vaccin et le début de la maladie. Voilà. Donc là, c'est une leçon générale que je vais donner. Ça ne sert à rien de se disputer avec ces gens-là. Non, il ne faut pas. Il faut dire les choses, il faut être factuel, comme il vient de le faire remarquablement bien. Il suffit de dire les choses. Et ensuite, il faut laisser les idées s'infiltrer. Mais vous pensez bien que la jeune femme, qui doit être une postdoc, qui a signé ce papier, et Bégaud, qui est un brave mec, il a pris de l'âge. Comment ? Non mais bon, peu importe. C'est pas tout bienveillant. c'est pas une question de personne. Vous voyez bien que vous pouvez crier tout ce que vous voulez. Ce sont les faits, ce sont les chiffres qui doivent parler. Mais les chiffres, ils vont s'insinuer dans la société de façon très progressive. Et si on est méchant, si on est d'emblée hostile, mais votre adversaire, la personne qui est en face de vous et qui pourrait devenir hésitant et passer dans votre camp, il va immédiatement se rétracter en disant « Mais pour qui me prenez-vous ? Mais je n'ai pas triché, mais je ne suis pas celle que vous croyez. »